Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est le dernier cours. Et donc, on va chercher de mettre un peu tout en ordre dans cette histoire. Mais donc ça j'espère, ça va préparer un peu le terrain pour la discussion qu'on aura le 16 avril à l'occasion du colloque, où vous aurez aussi l'occasion d'entendre, pas seulement moi, mais des autres qui ont travaillé sur cette histoire de la réforme de la gouvernance économique de l'euro. Et bon, évidemment, ces cours étaient surtout autour du rôle de la BCE, donc on n'a pas vraiment couvert tous les autres aspects de la crise économique de l'euro. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu de parler de tout le reste, en fait, de ceux qui, des autres politiques. Un peu, on a commencé à le faire avec Nicolas la fois dernière, qui a parlé de l'aspect banquier. Et je vais vous donner d'autres informations sur les effets sur l'inflation et sur les cycles économiques. Et aussi, je vais vous donner quelques données sur la partie fiscale et budgétaire. Donc, je vais chercher d'être à l'heure parce que c'est le dernier cours, donc je n'aurai plus l'occasion de me rattraper. Et donc, j'organiserai mes choses en 4 parties. Donc, je vais encore revenir sur l'histoire de la comparaison entre l'OMT et la SMP. Et juste un petit résumé par rapport, pour reprendre un peu les fils du discours. Et je vais revenir autour de la question de la restructuration de la dette, du rôle de la BCE dans la discussion de la restructuration de la dette grecque. La raison est que cette histoire d'avoir un mécanisme de restructuration en Europe est au centre du débat entre les Français et les Allemands sur la réforme de l'euro, avec les Français qui sont plutôt contre et les Allemands qui sont plutôt en faveur. Donc, je vais couvrir cet aspect-là. Après, je vais parler un peu de la question je vais revenir au traité et donc à la hiérarchie que le traité établit sur les fonctions de la Banque centrale, donc la stabilité des prix en premier. Et donc, en fait, la crise a démontré la tension entre autres objectifs, donc stabilité des prix, mais aussi stabilité financière. Donc, enfin, je vais un peu refaire l'histoire qu'on a déjà fait, mais pour revenir en fait sur cette tension entre les deux objectifs. Et après, on va voir un peu où on est aujourd'hui, qu'est-ce que les données disent, quels sont les enjeux encore, est-ce qu'on est robuste à la prochaine crise financière ou pas. Donc, dans les derniers cours, en fait, les derniers et l'avant-dernier, nous avons comparé, et ça c'était un point principal aussi de ma leçon inaugurale, les effets de SMP, donc le Security Market Program, qui était lancé en 2010 au début de la crise, et l'OMT, Outright Monetary Transaction, qui est le programme lancé par Draghi en 2012. C'est un programme qui n'était jamais vraiment utilisé, mais était simplement annoncé. Et en fait, on a vu que l'OMT, même si c'était seulement une annonce, a eu un effet beaucoup plus important que le CMP. Et les points ma thèse est qu'en fait, l'OMT a eu du succès parce qu'il était lancé après un accord politique entre les différents partis, les différents gouvernements européens, mais en particulier, il avait la bénédiction d'Angela Merkel, qui s'est opposée à sa propre banque centrale, la Bundesbank, pour soutenir l'opération de la BCE dans une situation dans laquelle, effectivement, en 2012, en l'été 2012, j'imagine que vous vous souvenez, et en fait, on doutait la possibilité de la zone euro de survivre. Donc, l'effet que les contextes institutionnels aient changé est très important et c'est un point général, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire être une banque centrale indépendante. Donc, l'indépendance, ça n'empêche pas le fait qu'en fait, la relation entre le pouvoir politique et le pouvoir monétaire est quand même très importante
pour donner la crédibilité à l'action de la Banque centrale. Donc, les contextes institutionnels, on a parlé de l'union bancaire avec Nicolas Véron la semaine dernière, mais aussi il ne faut pas oublier aussi les rôles du mécanisme européen de stabilité qui était établi donc, au début, donc, en fait, en plusieurs étapes, mais en fait, il était consolidé autour, jusqu'avant l'intervention de Draghi pour l'OMT. Une chose importante qui caractérise l'OMT, c'est la conditionnalité. Donc, en fait, la Banque centrale promet d'intervenir pour soutenir un gouvernement en crise de liquidité, mais seulement à condition que ce gouvernement met en œuvre des réformes qui soient importantes pour contrôler la dynamique budgétaire. Donc, ça, en fait, évidemment, la justification de ça, c'est que la Banque centrale, pour les traités et pour la conception en fait, de la Banque centrale européenne comme institution indépendante, ne voulait pas prendre des risques en achetant des obligations risquées qui, dans les scénarios d'une break of the euro, auraient pu impliquer des coûts pour les taxpayers, donc pour les citoyens européens dans tous les pays. Donc, cette histoire de la conditionnalité, c'est lié à l'importance du fiscal backing. Donc, la Banque centrale, sa crédibilité est liée au soutien de l'État et donc, finalement, à ce qu'on avait appelé au début de ce cours le fiscal backing, donc la garantie qui vient finalement de la capacité de l'État de générer des impositions, ok, je ne sais pas dire ça en français, de générer des impôts, ok, voilà. Donc, c'est là est la démonstration du fait que l'État porte le fardeau de la Banque centrale. Le pouvoir de la Banque centrale provient en définitive du soutien de l'État. Donc, voilà, ça c'était un peu l'histoire. Donc, revenons maintenant à la conception de l'OMT. Donc, nous avons dit que l'OMT était crédible car c'était un élément d'un plan plus ambitieux impliquant l'union bancaire et une importante cession de souveraineté pour ce qui concerne la réglementation prudentielle et la résolution des banques. En fait, on en a discuté la semaine dernière, c'est effectivement l'union bancaire, c'est une énorme cession de souveraineté, donc c'était une grande discontinuité, un grand progrès vers le fédéralisme, si vous voulez. Mais il faut penser que l'OMT était une mesure pour sauver un État. L'OMT était vendue, enfin, elle était expliquée au marché comme une mesure visant une mesure nécessaire à la transmission, à la bonne transmission de la politique monétaire. Pourquoi ça? Enfin, l'idée, c'était que si les marchés anticipent une crise souveraine, donc un défaut d'un État, qui n'est pas vraiment lié aux fondamentaux, donc à la véritable solvency de l'État, mais plutôt à un doute sur la solidité de la monnaie unique et donc, si les taux d'intérêt sous les souverains reflètent pas seulement ces fondamentaux, mais une expectative de la fragilité de la zone euro, alors la Banque centrale elle doit intervenir pour donner confiance au marché que la zone euro est en fait solide parce que la Banque centrale est des custodians
de la monnaie unique. Donc, c'est dans son mandat réassurer les marchés que l'euro va survivre. Donc, pas que l'État en question va survivre, mais que l'euro va survivre. Et donc, en fait, et ça, c'est vraiment central sur le rôle de la Banque centrale européenne autant que dépositaire, enfin, custodien de la monnaie. Et donc, c'est ça qui a donné la légitimité à intervenir, en fait. Et donc, c'est très important, dans toute l'explication de cette mesure et la communication autour de cette mesure, que l'OMT n'intervient pas pour résoudre un problème de solvabilité, mais seulement pour réassurer les marchés que la Banque centrale européenne fera tout ce qui est possible pour sauver l'euro. Et ça explique la conception du programme. Donc, premièrement, l'État, pour bénéficier de l'intervention de la BCE, devait recevoir un soutien financier du mécanisme européen de stabilité. Et donc, après une analyse donc, de la typologie de la crise, donc, le mécanisme européen de stabilité est tenu à analyser si l'État en question est solvable ou seulement un problème de liquidité. Deuxièmement, comme on a dit, il devait se conformer aux mesures de réforme requises par les programmes respectifs du mécanisme européen de stabilité. Et troisièmement, les programmes ne pourraient être activés que si les pays eussent retrouvé un accès complet au marché de prêts privés. Ce qui n'était pas le cas de la Grèce avant, donc, quand on a commencé à discuter de la question de la restructuration. Enfin, les taux d'obligation souverains du pays devaient être supérieurs à ce qui était justifiable économiquement parlant. Ça, c'est juste la question de la différence entre la partie du taux qui est due à une espérance de la crise de la monnaie et la partie du taux qui est liée à des questions budgétaires du pays en question. Et en fait, ici, je vais vous montrer un graphique. Donc ça, ce sont les taux d'intérêt sur les prêts aux entreprises. Vous voyez qu'en fait, donc ça c'est 2012, au milieu de 2012, ça c'est le lancement du OMT. Vous voyez qu'en fait, les taux aux entreprises étaient beaucoup plus élevés en Italie qu'en Espagne. Et donc ça reflétait en fait les risques souverains de ces deux pays par rapport à la France et à l'Allemagne. En fait, on ne peut pas dire vraiment que les taux de financement des taux bancaires étaient exclusivement dus, enfin en partie évidemment, reflétaient les différents risques de la dette italienne et espagnole, et reflétaient le fait que les banques italiennes et espagnoles étaient, comme on a discuté l'autre fois, leur bilan donc ils avaient dans leur bilan beaucoup d'obligations souveraines de leur propre pays. Donc il y avait une corrélation entre les risques bancaires et les risques souverains. Donc en fait, ces graphiques est vraiment la justification de l'OMT. Pour avoir une transmission de la politique monétaire efficace dans l'ensemble de la zone euro, on ne peut pas avoir une divergence des taux comme ceci, parce qu'évidemment, les taux qu'on décide à Francfort, les taux à court terme qu'on décide à Francfort, ont un effet très différent, hétérogène dans les différents pays. Et donc ça, c'est la justification fondamentale du programme OMT. Voilà, donc c'est important cette discussion maintenant aujourd'hui parce que s'il y aura une prochaine crise, la Grèce, on l'a mis un peu en dehors de toute cette question, mais ce n'est pas impossible de penser à une autre crise souveraine liée à un autre pays, par exemple l'Italie. Donc, si l'Italie, donc s'il y aura une tension sur le marché
souverain italien, quel est l'outil qu'on pourrait utiliser aujourd'hui? Ben, c'est l'OMT, l'outil qu'on a. On ne l'a jamais utilisé, donc c'est quelque chose à tester. Et donc, il pourrait être utilisé si l'Italie demande l'intervention de la BCE et accepte donc de faire les réformes qui lui imposeraient les mécanismes européens de stabilité. Et il pourrait, l'intervention sera légitimisée seulement si l'écart des taux d'intérêt sous les prêts bancaires italiens est en partie justifié par une inquiétude du marché par rapport à la solidité de la monnaie unique. Et donc, ce n'est pas du tout évident d'utiliser l'ONT comme outil pour sauver un État. C'est un instrument de politique monétaire, ce n'est pas un instrument fiscal. Donc, la différence est fiscale ou budgétaire. La différence est très importante. Donc, venons maintenant au point 2, donc la question de la restructuration. Parce que, évidemment, si on dit ça, bon, c'est clair que ce n'est jamais très évident qu'est-ce que c'est le problème de liquidité, qu'est-ce que c'est un problème de solvabilité. Est-ce que ces différents taux d'intérêt, dans quelle mesure reflètent vraiment un risque fondamental? Parce que si c'est un risque de solvabilité, alors l'outil, ce n'est plus l'OMT, mais c'est la restructuration. Donc, comme on avait vu dans notre récit sur la crise grecque, mais je suis allée très vite parce que bon, je n'avais pas beaucoup de temps, donc je reviens sur quelques éléments. La BCE était très contre l'idée d'aller vers une restructuration de la crise. Et en fait, elle était très malheureuse quand, à Deauville, Sarkozy et Merkel se sont mis d'accord sur les principes de la restructuration. Donc, ils n'ont pas dit il faut restructurer la dette, mais ils ont dit il faut accepter les principes qui, s'il y a une crise souveraine, les créditeurs doivent être pénalisés, donc selon les principes de bail-in et pas du bail-out. Donc, comme on avait vu il y a 2 semaines, donc ça avait créé une certaine inquiétude dans les marchés. Et donc, revenons là à cette discussion. Donc, les traités, comme on a vu, empêchent les bail-out, donc les renflouements et les financements monétaires, mais ils ne donnent aucune indication pour ce qui concerne la restructuration de la dette. Donc, on a appelé cela les trios impossibles. No bail-out, donc pas de renflouement, no exit, donc on ne peut pas sortir de l'euro, no restructuring, on ne peut pas restructurer. Donc, si on ne peut pas faire les 3 choses, donc il ne reste pas presque rien. Donc la seule chose qui reste, c'est un peu ce qu'on a fait dans les premières 2 années de la crise grecque. Donc un peu nier les problèmes, donner de l'argent et imposer des réformes en espérant que l'économie répare. Mais bon, comme on a vu, donc, ces réformes et cette austérité excessive n'a pas amené donc, les résultats espérés. Donc, une question encore en discussion aujourd'hui est de savoir si l'euro a besoin d'un cadre de restructuration clair pour la dette souveraine. Quelles sont les règles? Donc, comme j'ai dit, les Français et les Italiens sont contre parce qu'ils craignent que cela créerait une instabilité un peu semblable à l'instabilité qu'on a vécue dans les années 90, qu'on a rappelé pendant le début de ce cours, dans le cadre d'un système de taux d'échange fixe qui, comme vous vous souvenez, était très vulnérable à des attaques spéculatives. Dans une situation dans laquelle on peut penser que la dette n'est pas garantie dans la Banque centrale européenne, donc on peut on peut craindre une situation de volatilité excessive, et donc surtout les Italiens sont très inquiets sur cette question. Ils préfèrent rester dans un système d'ambiguïté dans lequel on sait que la restructuration est possible dans un cas limite, on l'a vécu en Grèce, mais en fait on n'en parle pas. Okay, parce que bon, on préfère donner l'illusion que la BCE sera le garanteur de n'importe quelle crise souveraine.
Donc, les Allemands, évidemment, sont sans faveur parce que, bon, ils pensent qu'avoir un système de restructuration créerait une discipline de marché et mettrait donc fin à l'illusion de la garantie généralisée de la BCE. Si vous vous rappelez, maintenant, je n'ai pas aujourd'hui avec moi les graphiques, mais je vous avais montré la dynamique historique des taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, pendant les premiers 10 ans de l'euro, donc les marchés avaient donc considéré la dette grecque ou la dette italienne aussi risquée que la dette allemande. En fait, les taux sur la dette souveraine à 10 ans étaient identiques en Grèce et en Allemagne. C'est seulement quand on a eu une espèce d'incertitude sur quels étaient les outils de notre fédération pour résoudre la crise d'un pays comme la Grèce que donc les taux ont commencé à être divergents. Aujourd'hui, de nouveau, bon, il y a des tensions, quelquefois, enfin un peu, les taux italiens sont plus élevés qui étaient dans les premières 10 années de l'euro, mais quand même, on est retourné dans une situation dans laquelle bon, les marchés se sont endormis encore. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas se réveiller si les tensions, surtout en Italie, de ces jours-ci, deviennent plus importants. Donc, les rôles de la BCE dans la crise grecque, évidemment, le cas de la Grèce était plutôt un problème de solvabilité. Et donc, on a vu qu'il y avait une espèce de... donc, il y a eu, en fait, toute la question si l'État grec était viable ou pas avait commencé avec Papandréou qui arrive au gouvernement et qui dit que bon, les données sur les budgets, sur la dette étaient fausses et que la réalité était très différente de ce qui avait été communiqué par les gouvernements précédents. L'examen du Fonds monétaire international en juin 2011 conclut que les perspectives de la Grèce ne permettent pas au staff de juger avec une probabilité élevée, ça je quote, ne permet pas au staff de juger avec une probabilité élevée que la dette est viable. Et on pratiquement exclut un retour sur les marchés des capitaux jusqu'à la fin de la période du programme en 2013, du premier programme. Mais l'Allemagne insiste sur le fait qu'en contrepartie d'un second tour des refinancements officiels, ça c'était avant la restructuration, les créanciers privés devaient subir des pertes sur les soldes de la dette grecque. Mais l'Allemagne était très isolée à ce moment-là. Et donc, en fait, finalement, comme on a vu, on n'a pas restructuré au début, mais on a cherché de résoudre les problèmes avec un programme, avec le SMP, et tout ça a échoué. Donc, en fait, la restructuration de la dette grecque arrive seulement en février 2012, donc 2 ans après que le problème était identifié. Donc, c'était trop tard, probablement, mais il ne faut pas sous-évaluer qu'en fait, on a fait la restructuration et la Grèce est encore un pays qui est dans la zone euro et qui a l'euro. Et c'est un très important accord de restructuration qui a entraîné la quasi-élimination des obligations souveraines grecques détenues par des investisseurs privés, représentant une valeur nominale de plus de 100% du PIB de la Grèce. En fin 2012, les montants des obligations grecques détenues par les créanciers privés étaient tombés à 35 milliards d'euros seulement, soit 13% de ce qu'il était en avril 2010, lorsque la Grèce a perdu son accès au marché des capitaux, donc en 2010. Voilà, comme on a vu, l'opération de restructuration excluait les avoirs en obligation de la BCE. Donc ça, c'était très important pour la BCE, pour la question de ne pas avoir des risques sur son bilan. En fait, la BCE était le plus important détenteur d'obligations de Grèce. Et voilà. Donc, cette restructuration est historiquement significative. Il établit un nouveau record mondial
en termes de volume de dettes restructurées et des pertes globales des créanciers, surpassant les expériences internationales précédentes. Donc il reste cette histoire dans l'histoire des restructurations comme un cas très important. Il s'agissait de la première restructuration majeure de la dette en Europe depuis les défaillances qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Des déclarations défiant les déclarations des décideurs européennes publiées quelques mois auparavant qui avaient dit on ne restructurerait jamais, affirmant que les défiances souverains étaient impensables pour les pays de l'UE. Donc on l'a fait même si tout le monde avait dit jamais on va restructurer la dette dans un pays européen. Donc, bon, finalement, est-ce que c'était une bonne chose à faire ou pas? Donc la question est ouverte. C'est un peu une de ces questions de la crise comme est-ce que c'était une bonne chose de laisser Lehman Brothers aller en faillite ou pas. Donc c'était peut-être trop tôt pour avoir un avis précis sur ces sujets. Et donc, le problème est encore très vif dans la discussion sur la réforme nécessaire. C'est clair que la restructuration est arrivée trop tard. Elle est arrivée 2 ans après que la crise s'est manifestée. Donc, dans le futur, s'il faut restructurer, il faut restructurer tout de suite. Enfin, la chose pire qu'on peut faire, c'est restructurer, mais le faire après 2 ans, quand donc, tout le monde a commencé à se réorganiser, en fait. Donc, plutôt que, donc, en fait, toutes les études sur la restructuration, notamment du Fonds monétaire international, montrent que quand un État est près de la faillite, c'est mieux de réduire immédiatement les fardeaux de la dette pour pouvoir donner de l'espace budgétaire au pays de reprendre avec un stimulus de la demande. Par contre, l'Europe a fait le contraire, donc elle a nié les problèmes et a imposé à la Grèce un programme très dur pour ce qui concerne la diminution, donc les budgets fiscaux. Cela a prolongé l'économie dans une profonde dépression. Donc maintenant, on est seulement aujourd'hui donc à un petit pied de reprise en Grèce, mais ce n'est pas énorme. Donc la Grèce, maintenant, cette année, elle a eu un taux de croissance autour de 2%, mais ce n'est pas énorme si on pense à la dépression qu'elle a vécue pendant les dernières 10 années. Et donc, en fait, cette dépression a rendu beaucoup plus difficile la réduction du déficit. Donc, cela signifie également qu'entre le début du premier programme et la restructuration de 2012, environ 45 milliards d'euros d'obligations grecques ont été intégralement remboursés, financés par la dette publique qui pèse aujourd'hui sur la Grèce. C'était aussi trop peu, dans une certaine façon, bien que cela a entraîné un transfert d'environ 100 milliards, comme j'ai dit, des créanciers payés vers la Grèce, malgré d'importants efforts d'ajustement et de réformes entre-temps. Il s'est avéré insuffisant pour rétablir la solvabilité de la Grèce. Et même aujourd'hui, il y a une discussion si la Grèce est solvable ou pas. Et en fait, le point de vue de l'FMI est que la Grèce aujourd'hui n'est pas solvable. Donc, ici, vous voyez, en fait, au début de 2009 à 2013, ça, c'est les transferts qu'on a eu des créanciers privés vers les créanciers publics. C'est surtout énorme en Grèce, mais bon, ça, c'est aussi vrai pour la question du Portugal et de l'Irlande. On pourrait avoir un peu la même discussion pour ces deux pays-là. Donc, en fait, est-ce que la BCE, des erreurs étaient sûrement commises, donc il faut chercher de ne pas commettre la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'était le rôle de la BCE? Donc, pour notre histoire, ici, c'est important de comprendre quel était le rôle de la BCE. Donc, il faut savoir que pendant la crise grecque, la BCE a eu un énorme pouvoir. Pourquoi une banque centrale a un énorme pouvoir pendant une crise souveraine? Parce qu'elle a un rôle dans le soutien des liquidités aux banques à travers donc, ces programmes
et là, Emergency Liquidity Assistance, que c'est vital parce que la première chose qui se passe quand un pays devient non viable, c'est que les banques ils ont plus assez au marché. Donc, la Banque centrale a retardé un peu les moments de vérité sur cette crise, s'est opposé d'abord à la restructuration et donc était co-responsable du retard. Et en plus, donc, dans ces 2 ans très chaotiques entre 2010 et 2012, la BCE s'est impliquée aussi dans des décisions politiques. Elle est entrée dans la Troïka, donc dans le trio qui s'est occupé du programme, et qui donc a monitoré toute la question des réformes et de l'application du programme d'austérité. Donc, ça, c'était quelque chose, je pense que ce n'est pas une bonne page de l'histoire de la Banque centrale, parce que, bon, c'était une très dangereuse implication dans quelque chose qui est fondamentalement politique. Et donc, je pense que dans le futur, il faudrait empêcher l'implication de la Banque centrale dans ces programmes de monitorage dans les cas dans lesquels il y a conditionnalité. C'est pour ça que l'OMT, en fait, prévoit pas l'implication de la Banque centrale directement, mais l'implication du mécanisme de stabilité européenne. Donc, c'est un organisme qui est sous la juridiction du pouvoir politique et pas sous la juridiction du pouvoir monétaire. Donc, c'est important, cette différence est très importante. Donc, en fait, en résumé, il y a 2 questions. La BCE a-t-elle eu tort de s'opposer à la restructuration de 2010? Première question. On attend les livres de Jean-Claude Trichet, qui était vraiment contre. Qu'est-ce qu'il dira dans ces livres? Évidemment, ce qu'il dira, c'est qu'être contre était nécessaire pour éviter la contagion d'instabilité financière au reste de la zone euro. Seconde question, la BCE devrait-elle être impliquée dans les sauvetages d'un pays avec des initiatives impliquant conditionnalité? Donc, dans l'action de la BCE en Grèce, mais aussi dans d'autres pays comme l'Irlande et le Portugal, nous pouvons identifier un paradoxe. La BCE défend les principes de l'absence de financement monétaire en refusant d'acheter des obligations d'État défaillants, mais d'autre part, elle intervient en matière de politique budgétaire pour créer des conditions justifiant son intervention. Donc, c'est vraiment un mécanisme très dangereux. Et bon, l'autre question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les applications pour l'avenir, quelle est la leçon de cette histoire. Et voilà, donc, au mois d'avril, quand on discutera de la réforme, des propositions de réforme de la zone euro, on parlera aussi de ce qu'on propose pour ce qui concerne les règles sur la restitution de la dette souveraine dans le cadre de la zone euro. Voilà, donc j'arrive maintenant à mon 3e point. Donc, quelle est la relation entre ce que la BCE a fait, qu'on a analysé maintenant beaucoup, en fait, au niveau de son intervention pour la stabilité financière, donc les politiques de liquidité aux banques et les politiques par rapport aux États souverains. Quelle est la relation entre ça et son mandat principal de la stabilité des prix? Qu'est-ce que la BCE a fait au niveau de la politique des taux d'intérêt et des autres politiques plus les politiques monétaires habituelles? Donc ici, c'est que les points de cette discussion est l'implication de ce que je vais dire, c'est que c'est très difficile de pouvoir analyser l'action de la politique monétaire et les effets de la politique monétaire sans faire référence aux autres politiques de stabilisation. Donc, premièrement, les politiques de stabilité financière et aussi de stabilisation de la demande à travers la politique budgétaire et fiscale.
Donc, je reviens un peu à l'historique maintenant. On a vu que dans la première phase de la crise, la politique monétaire et la stabilité financière étaient très liées dans un sens très positif. La stabilité financière, c'était la question donc, de faire face à la crise des liquidités des banques avec des programmes qui visaient à donner de la liquidité illimitée aux banques à un taux fixe. Donc ça, c'était la première phase de LTRO fait par la Banque centrale européenne qui a eu beaucoup de succès. Donc, ici, je pense que vous vous souvenez de cette graphique sur les couloirs du taux d'intérêt. Donc, normalement, quand il n'y a pas dans des périodes de stabilité financière, les taux directeurs, c'est les jaunes au milieu, donc c'est les taux. Mais en fait, avec les politiques de liquidité abondante, les taux des marchés étaient dans la limite inférieure du couloir. C'est-à-dire que le taux de marché important pour les conditions de financement pour les banques était en fait le bleu qui était très proche du noir. Donc, même si la BCE continue à annoncer la politique monétaire en termes du taux jaune, là, de l'MRO, en fait, les taux effectifs est le noir. Et donc, cette histoire ici, donc, d'un taux de marché qui devient très proche au taux de deposit rate, c'était l'effet de la politique de liquidité, mais c'est aussi quelque chose qui, c'était la bonne chose à faire pour la stabilité des prix parce qu'on était en pleine récession. Et donc, ça, c'est une façon de faire si que les taux de marché restent bas. Okay? Évidemment, il y a eu une confusion de communication. En fait, Trichet, si on va regarder la communication au marché de ces périodes-là, il disait toujours il y a un principe de séparation. Donc, nous, le taux d'intérêt qui est important pour la stabilité des prêts est 1%, les jaunes. Mais après, on fait des choses pour la liquidité, la stabilité financière, et ça, c'est le bleu, mais il y a un principe de séparation. Mais en fait, il n'y a pas un principe de séparation, parce qu'en fait, les taux effectifs, c'est le bleu. Mais heureusement, dans cette période, c'était une bonne chose d'avoir un taux d'intérêt plus bas de ce qu'étaient les taux directeurs habituels. Donc ça, c'était une période heureuse dans laquelle les politiques de stabilité financière et celles de stabilité des prix allaient dans la même direction. Mais nous n'avons pas parlé de politique fiscale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique budgétaire, en fait? Donc, comme on sait, donc la zone euro, pour éviter ces problèmes de dominance fiscale, s'est donné des règles au niveau budgétaire. Évidemment, avec les chocs de 2008, tous les pays sont les déficits budgétaires de tous les pays est allé bien au-delà de ce 3%, que c'était la limite établie par les traités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que pour réappliquer cette règle immédiatement après le 2008, en 2009, je vais vous expliquer ce trafic dans une minute. En 2009, tous les pays de la zone euro mettent en chantier de mesures draconiennes pour rétablir les 3% du déficit. Alors ici, on a une comparaison historique. Donc, je compare trois récessions, la récession de 80, celle de 91 et la récession de 2008. Donc, en mettant à zéro les déficits initiaux au début de la récession dans ces trois épisodes. Donc, ici, évidemment, les déficits. Donc, ça, c'est un index. Ce n'est pas le déficit, mais c'est un index et c'est à 100 le début de la récession.
vous voyez que les rouges, et ça c'est les trimestres qui suivent le début de la récession. Vous voyez que les rouges, qu'est-ce que ça implique? En fait, bon, ça c'est les déficits en ratio par les PMB. Donc, avec la crise de 2008, le déficit augmente, mais immédiatement, donc, on cherche de les stabiliser. Et donc, cette stabilisation, c'est une stabilisation très importante qui n'est jamais, en fait, ce genre de stabilisation n'était jamais expérimenté dans les crises précédentes. Et en fait, la dette augmente immédiatement comme effet de la chute du PIB. Et donc, on commence une consolidation de la dette, que ça c'est la zone euro en agrégat, qui est aussi quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté dans le passé. Donc, évidemment, dans le passé, tous les pays faisaient ce qu'ils voulaient, mais bon, voilà, ça c'est ce qui est. Donc, ça, c'est la consolidation fiscale qu'on a eue en Europe à partir du troisième trimestre de 2009. C'était bien différent de ce que les États-Unis ont fait, de ce que la Chine a fait, de ce que le Japon a fait. Donc, c'était une expérience unique de consolidation. Évidemment, avec une politique monétaire qui cherchait de donner des conditions de financement les plus faciles, donc maintenait un taux d'intérêt effectif autour de zéro, enfin, si on regarde le bleu et pas le jaune. Ça, c'était une contradiction. Donc, on avait une politique monétaire très facile avec une politique fiscale qui allait contre la politique monétaire. Même si, bon, tous les économistes, enfin presque tous les économistes, diraient qu'il faut, dans ces situations, un certain coordonnement de la politique monétaire et de la politique fiscale, surtout quand les taux d'intérêt sont arrivés à zéro. Et donc, il y a cette contrainte donc c'est très difficile d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Et donc, c'est important que la politique fiscale intervient à l'aide coopérante de la politique monétaire pour soutenir la demande. Donc, ça, c'est le deuxième problème sur lequel on discute maintenant, même avec une banque centrale indépendante. Est-ce qu'on pourra penser à un système que dans les cas dans lesquels il y a des chocs comme 2008, donc des récessions très importantes, on pourrait avoir des outils pour garantir à la zone euro dans l'ensemble de pouvoir avoir un espace fiscal, donc un espace pour pouvoir faire une politique de soutien à la demande fiscale. Est-ce qu'on doit laisser les pays le faire singulièrement, on pourrait penser à un fonds, on appelle ça Rainy Day Fund, donc un fonds pour comment on dit ça, pour les jours, pour les mauvais jours, en fait, dans lesquels donc, on mettrait des ressources en commun et qu'on pourrait utiliser, donc une espèce de mécanisme d'assurance, si vous voulez. Donc ça, c'est une des discussions. Donc, l'autre problème, et ça, Nicolas en a parlé l'autre fois, c'était que donc, une partie de cette déficit et de la dette, c'était aussi l'intervention des pays pour sauver leurs banques. Donc, en agrégat, dans la première partie de la phase de la crise, la zone euro a dépensé 100% de son PIB, 5% du PIB pour sauver les banques. Et dans cette 100%, il y a une grande partie allemande. En fait, l'Allemagne avait la capacité fiscale de pouvoir sauver ses banques. L'Irlande ne l'avait pas parce que les banques étaient beaucoup plus grandes que la dimension du pays, donc elle a demandé l'intervention de l'Europe. Mais les pays qui avaient la capacité de le faire l'ont fait, et ils l'ont fait en utilisant l'argent de leurs contribuables. Donc, maintenant, c'est plus possible parce qu'on est les bail-in, mais bon, c'était fait. Donc, voilà. Donc, dans la deuxième phase, donc ça, c'est la première phase, donc avec austérité fiscale, mais la politique monétaire a fait ce qu'il devait faire, et la stabilité financière aussi était soutenue avec ces politiques de liquidité.
Dans la deuxième phase, qu'est-ce qu'on a eu comme on a décrit déjà, on a eu que, des problèmes de solvabilité des banques aient commencé à être clairs et n'étaient pas adressés. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la BCE? Étant donné qu'il n'y avait pas un outil commun pour récapitaliser les banques qui étaient en presque faillite ou avaient des problèmes de solvabilité, la BCE a prolongé cette politique de liquidité avec les TLTRO et tout ça, avec tous ces mécanismes qu'on a vus que c'était des mécanismes de soutien indirect à l'État et qu'ils n'ont pas vraiment empêché la zone euro après d'avoir une deuxième récession parce qu'en fait, quand les banques ont un problème de sous-capitalisation, ce qu'il faut faire, c'est d'agir un peu comme les États, pas d'attendre, pas de perdre trop de temps, mais d'agir de façon tempestive pour pouvoir nettoyer les bilans et rendre possible aux banques de recommencer à faire leur métier, donc à prêter à l'économie réelle. Cette action agressive était en fait faite aux États-Unis déjà en 2009. Nous, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait aussi parce qu'il n'y avait pas une union bancaire, il n'y avait pas une outil fédéral pour aller dans cette direction. La France était peut-être le seul pays qui n'en avait pas tellement besoin, mais en Italie, nous, on n'a rien fait. En Allemagne, ils ont aussi donc laissé, ils n'ont pas complètement nettoyé ni Deutsche Bank ni une bonne partie de leur banque, de la Landesbank Allemagne, et aussi au Portugal et des autres pays. Donc, en fait, aussi, là, il y a eu des retards. Et dans cette situation de la deuxième phase, où les choses ont commencé à mal se passer, qu'est-ce que fait la BCE? Elle augmente les taux d'intérêt. Donc, en fait, c'est qu'en avril 2011, en pleine crise souveraine, bancaire et tout ça, la BCE dit, nous, on a un mandat en termes de stabilité des prix, l'inflation est très élevée, l'inflation était très élevée, elle était au-dessous de entre 3 et 4%, parce que il y avait une hausse du prix du pétrole. Et donc, la BCE a dit, moi j'ai fait le TLTRO, tout ça pour soutenir les banques, mais en même temps, j'augmente les taux d'intérêt. Et donc, il a augmenté les taux d'intérêt en 2011, en avril 2011, et il a augmenté les taux d'intérêt encore une deuxième fois en juin 2011. Donc, 2 fois entre les printemps et l'été 2011. Donc, un autre, donc aux États-Unis, les États-Unis avaient lancé un programme d'assouplissement quantitatif, le quantitative easing, déjà au début de la crise. La BCE était très reluctant d'aller dans cette direction et en fait a utilisé les programmes de liquidité aux banques un peu comme un substitut d'une intervention directe sur les marchés souverains. Donc, pourquoi ça? En fait, pourquoi ces erreurs? Et comment ces erreurs se lient à notre histoire, en fait, et donc à la cohérence de l'interprétation que j'ai cherché de donner pendant ce cours. Donc, une conjecture, c'est la politique était contrainte, donc on pouvait pas. La BCE était poussée à intervenir pour soutenir les banques en faisant quelque chose qui était un peu à la limite de son mandat, parce qu'il y avait ces contraintes qu'il n'y avait pas un fonds pour la récapitalisation des banques et un outil commun pour adresser les problèmes de la fragilité des banques en Europe. Et donc, la BCE devient plus conservative sur la politique des taux d'intérêt visant la stabilité des prix. Donc, pour dire, on reste très committed à notre mandat de la stabilité des prix, même si on fait
beaucoup de choses pour soutenir les banques, mais il ne faut pas croire qu'on est lax, en fait. Ça, c'est une c'est une interprétation psychologique hors politique, si vous voulez, de ce qui s'est passé. L'autre conjecture, c'est que c'est simplement un pilote automatique. Il y avait les traités établis une hiérarchie entre les objectifs, la responsabilité principale est la stabilité des prix. L'inflation est élevée et donc les gouverneurs des banques centrales décident d'intervenir parce que ça, c'est leur responsabilité principale. Donc, ils ne voient pas la relation entre la stabilité des prix à moyen terme et l'instabilité financière, parce qu'évidemment, cette fragilité du système financier, à un certain moment, a aussi eu des conséquences pour l'économie réelle, pas seulement pour l'économie financière, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième conjecture. Et bon, la troisième, un peu comme la première, c'est un espèce de compromis politique. Okay? On va faire une politique monétaire conservatrice en échange d'une politique financière laxiste. Et donc, en fait, je vais vous montrer un calcul que moi j'ai fait avec un modèle d'inflation que j'utilise pour faire de l'extraction du signal à partir des données des prix. Donc, ça, c'est la partie cyclique de l'inflation. Et donc, on part de cet épisode-là. Donc, vous voyez, le bleu, donc effectivement, au début 2011, il y avait eu une petite reprise de la zone euro. Ce qui est marqué ici par le bleu. Donc, c'est ce qu'on appelle la Phillips Curve. Donc, c'est la relation positive entre l'emploi et l'inflation. Mais en fait, cette pression de l'emploi était minimale par rapport à la grande pression qui était la hausse du prix du pétrole. Et en fait, une banque centrale, normalement, ne doit pas intervenir par rapport à une hausse des prix qui est expliquée par les prix du pétrole, parce que, bon, ça, c'est une composante très volatile. Et en fait, mais ils l'ont fait. Okay? Ils l'ont fait et voilà. Et maintenant, j'ai présenté ces graphiques cet été à un de ces colloques des banquiers centrales que la BCE organise. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, on savait que c'était le pétrole, mais de toute façon, l'inflation était à 3,5, etc. C'était très difficile de justifier de ne pas d'intervenir, étant donné que l'objectif de la BCE, c'est l'inflation de 2% ou jusqu'en dessous de 2%. Donc, mais il n'y avait pas que l'inflation. Donc, en même temps, en relation à ces grandes faiblesses des banques et cette grande incertitude sur la résolution des problèmes de la dette grecque et des autres pays de la périphérie, donc les conditions économiques commencent à se détériorer. Alors, dans ces graphiques peu étranges, vous avez les PIB, la croissance annuelle, et vous avez à chaque point, c'est que la BCE s'attendait avec ses prévisions. Et vous voyez que donc, ici, bon, ça c'est la récession, évidemment, ils ne l'ont pas vu, mais personne ne l'a vu, la récession. Et ici, on a commencé, donc il y a une recovery. Et donc, en 2011, c'est là au milieu que la BCE a augmenté son taux, même si ces mêmes prévisions disait que l'économie commençait à s'affaiblir. Donc, ce n'est pas exactement clair ce qu'ils ont fait, parce que bon, les prévisions étaient, il avait détecté cet affaiblissement de la partie réelle de l'économie. Il savait aussi que bon, l'inflation était haute parce que les prix du pétrole étaient hauts. Donc, quelle est la raison? Donc, cette question peut-être du compromis politique, c'est peut-être pas si hasardé. Donc, l'idée que, bon, nous, on est comme les Allemands, et donc, we are inflation fighter.
mais en même temps, bon, on ferme les yeux quand on donne cette liquidité à des banques qui, en fait, il faudrait peut-être recapitaliser. Voilà. Donc, et ça, en fait, c'est un peu l'histoire de la deuxième crise européenne. Donc, l'Europe, la zone euro, entre dans une deuxième récession. Donc, ça, c'est la première récession. Ça, la première récession était commune avec celle des États-Unis. En fait, aux États-Unis, ça commence un petit peu plus avant. La deuxième récession, les États-Unis n'ont pas eu une deuxième récession. Nous, on a eu une deuxième récession. Bon, ce n'était pas si grave comme celle de 2008, mais bon, elle arrivait tout de suite après celle de 2008, donc a prolongé un état de stagnation de l'économie européenne qui nous a coûté très cher. Et en fait, cette deuxième récession était très longue, et pas seulement elle était très longue, mais c'était aussi une récession différente. Parce que donc ici, vous avez le taux de croissance du PIB et la composition, donc les partages des différents pays. Et donc, vous voyez, la première récession, tous les pays ont été affectés par cette première récession. Par contre, dans la deuxième récession, ni la France ni l'Allemagne ont eu la deuxième récession. C'était vraiment une récession qui était la récession des pays de la périphérie européenne, donc les mêmes pays qui étaient pénalisés par ces taux d'intérêt très, très élevés par rapport à la France et l'Allemagne, comme j'ai décrit. Et donc, en fait, c'est la première fois qu'on s'est dit, bon, il faut, donc on est dans une union monétaire, et donc on a des institutions fédérales, mais en fait, les mécanismes d'ajustement est tels que donc dans ces crises financières, il y a donc à diviser l'Europe dans le sens que donc la crise était beaucoup pire pour les pays de la périphérie que pour les pays du corps. Et bon, je mets la France avec l'Allemagne dans cette histoire, parce que comme vous pouvez voir là, dans la deuxième récession, il n'y a pas de vert et il n'y a pas de bleu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était... Et donc, ça, c'est quelque chose qu'en fait, il faut analyser, parce que donc, il y a des explications de cette différence. Une explication est de dire, mais oui, parce que l'Italie et l'Espagne, les autres pays de la périphérie, avaient des banques très fragiles, des États très fragiles, une dette très élevée, etc. Donc ça reflète la fragilité du pays. Et une autre explication qui dit, c'est le mécanisme d'ajustement perverse de l'union monétaire qui fait que les pays plus fragiles sont pénalisés excessivement. Parce qu'en fait, quand il y a un sentiment de crise de la monnaie, de la durabilité de la monnaie, il y a une fuite vers la flight to safety, donc home bias. Donc on a parlé de ça à un certain moment dans ces cours, dans lesquels les investisseurs vont vers les pays qu'ils considèrent les plus safe. Et donc, ils vont vers l'Allemagne. L'Allemagne, donc, a un taux d'intérêt effectif beaucoup plus bas que les taux d'intérêt des pays de la périphérie, parce qu'il y a donc cette corrélation de risque entre les banques et les pays. Et donc, en fait, tous les projets de l'union bancaire étaient justement faits pour décorréler ces risques et pour permettre donc un ajustement un peu plus équilibré dans cette façon-là. Donc ça s'appelle le risk sharing, donc avoir des banques qui puissent donc amortiser, enfin partager les risques. Voilà, autre chose, on pouvait voir en fait ce que nous a coûté en termes de chômage. Vous voyez que jusqu'à la crise de la dette, le chômage aux États-Unis et en Europe était très similaire, mais c'est dans la deuxième partie que l'Europe dans son ensemble commence à diverger par les États-Unis, à avoir des conditions beaucoup plus pires.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, j'ai encore 10 minutes, je vais terminer l'histoire. Donc, on est arrivé à la deuxième, les erreurs de la BCE comme peut-être compromis politique. Donc, c'est important pour notre récit parce que ça veut dire que donc, sans des institutions qui complémentent l'action de la Banque centrale, donc la Banque centrale même est mise dans une situation dans laquelle il perd son efficacité. Donc ensuite, en fait, on revient à l'OMT, tout ça en 2012, et on a déjà vu cette histoire, mais aussi on peut dire que l'OMT est arrivé trop tard, parce qu'en fait, ici, ça sont les prêts aux entreprises, on a déjà vu cette graphique. Mario Draghi intervient dans l'été de 2012, donc les taux commencent donc les écarts commencent à se de réduire, mais en fait, pas tout de suite. Okay? C'est 2 ans dans lesquels encore on a une certaine souffrance, un prolongement de la crise. Et donc ici, donc, la question c'est, quand on réfléchit sur cette question, la question c'est est-ce qu'il faudrait... ok, on va revenir, je vais revenir après sur ces questions. Donc, dans cette incertitude, qu'est-ce qui se passe maintenant? Que donc cette inflation qui était très élevée en 2011, en fait, comme conséquence de l'intervention de la BCE, de la prolongement de la fragilité financière des pays de la périphérie, de l'augmentation du chômage, etc. Donc, ça, c'est les inflation swaps, donc c'est les expectations d'inflation du marché. Donc, les marchés commencent à s'attendre pas seulement une réduction de l'inflation, mais en fait, commence à s'attendre une inflation négative. Donc, les risques d'une déflation commencent à émerger dans la zone euro, donc une japonification, si vous voulez, de notre économie. Et en fait, ça, c'est les espérances, ça, c'est l'inflation elle-même. Donc, ici, vous voyez, c'est ici que la BCE est intervenue en augmentant les taux parce que l'inflation était donc, presque 4%. Mais immédiatement, donc c'était vraiment pas core inflation, mais c'était le prix du pétrole, donc immédiatement, l'inflation commence à diminuer. Et ici, encore, on arrive à 2015, que donc on était presque en inflation négative, en territoire négatif. Et donc c'est ici qu'à un certain moment, tout change parce que Mario Draghi dit ça maintenant, on a un problème de stabilité des prix, donc c'est un problème qui est au corps de notre mandat. Il faut faire ce qu'il faut faire pour la stabilité des prix et donc lance le programme de quantitative easing qui donc normalise, si vous voulez, l'action de la Banque centrale européenne qui devient proche à ce que les autres banques centrales avaient fait dans le monde. Regardez ici, on avait parlé des règles de Taylor à un certain moment de ce cours. La règle de Taylor disait qu'il faut un taux d'intérêt négatif. Donc, si on voit les taux d'intérêt qu'il faudrait avoir par rapport à ce qu'on mesure comme output gap et comme espérance d'inflation, les taux d'intérêt devraient être négatifs. Au contraire, les taux d'intérêt continuaient à être... il y avait cette borne autour de zéro. Donc, autre chose importante, pendant cette période, les bilans de la BCE s'est rétréchi. Donc, c'est les bleus là. Et elle diminue à mesure que les prêts de l'LTRO, que c'est des prêts à terme, sont remboursés. Donc, cette politique qui avait eu beaucoup de sens dans une certaine phase, ça commence à avoir plus de sens parce que la politique monétaire perd les contrôles sur la taille de son bilan et parce qu'en fait, ces politiques étaient complètement dépendantes de la demande de liquidité des banques, comme on avait vu. Donc, une fois que les banques demandent la liquidité, le bilan s'élargit, mais une fois que les banques
Donc, commence à rembourser les prêts, évidemment. Et donc, la Banque centrale aux États-Unis continue avec quantitative easing, donc à mettre une pression sur les taux d'intérêt à long terme avec des achats des obligations souveraines sur les marchés secondaires. Et la BCE fait le contraire. Donc ça, c'est une période entre 2012. Donc ici, bon, il y a eu l'EMT, bon, le glorieux EMT, mais de 2012 à jusqu'à 2015, c'est une catastrophe en fait. Et donc, on pourrait dire pourquoi Mario Draghi n'a pas agi avant. Il n'y avait pas un consensus, ou peut-être ils hésitaient, ils avaient un problème de crédibilité. Donc, évidemment, cette histoire, même avec un grand pouvoir théorique, la Banque centrale n'est pas dans la mesure d'agir s'il n'y a pas le soutien du souverain. Et donc, ça, c'est encore une démonstration de cela. Donc, finalement, le QE est lancé, donc on ne va pas analyser ça. On a aussi des mesures supplémentaires, donc on a l'union bancaire, on fait les stress tests, on recapitalise les banques, mais évidemment, les problèmes ne sont pas résolus immédiatement parce que bon, l'héritage de la crise en termes de stock of non-performing loans et tout ça continue jusqu'à nos jours. Donc, où sommes-nous aujourd'hui? Je vous donne quelques graphiques et après je conclus. Comme ça, on pourrait avoir 5 minutes de conversation. Donc, ça, le QE commence ici. Ça, c'est le bilan Asset and Liability de la Banque centrale européenne. Je l'ai déjà montré, ce graphique, mais n'était pas prolongé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a les liabilities, donc les passifs sous les zéros et les actifs en haut. Vous voyez qu'en fait, l'essentiel du quantitative easing, c'est le bleu. Qu'est-ce que c'est le bleu? Donc, c'est les obligations souveraines. Et donc, ce programme est un programme effectivement massif maintenant que, en fait, si on compare avec la BCE, avec la Federal Reserve, c'est maintenant plus important. Donc ça, c'est les actifs de la Banque centrale, un pourcentage pour le PIB nominal. Et vous voyez que maintenant, la BCE a un bilan, un pourcentage du PIB qui est plus important que la Federal Reserve. Donc maintenant, bon, on l'a fait, mais on l'a fait très en retard. Et autre chose, maintenant, il y a eu la crise est passée, il y a eu un certain recovery et tout ça, mais les problèmes ne sont pas terminés. Donc, on a ici encore les problèmes qu'on a décrits, qui ont caractérisé les années de la crise, sont encore là. Ici, il y a un indice d'intégration financière. Ça, l'intégration financière, comme on avait vu, a baissé énormément pendant la période de la crise. Un peu, ça a amélioré avec les mesures qu'on a décrites, mais en fait, on n'est encore pas à la période avant la crise. Et ici, vous avez les actifs transfrontaliers des banques et vous voyez un peu la même chose. Donc, il y a eu une décroissance et on est encore à un taux relativement faible. Et voilà, ça c'est les prêts transfrontaliers à des entités non financières et eux aussi restent modestes. Donc tout ça, en fait, indique que cette sensation que la zone euro n'est pas encore vraiment une zone financière, un espace financier intégré et unique est là. Et donc, les problèmes, et ça, c'est en partie lié au problème d'une union bancaire incomplète et de plusieurs outils incomplètes. Bon, il y a, maintenant, je n'ai pas le temps de faire tout. En fait, en résumant,
je dirais que la leçon fondamentale, c'est qu'une banque centrale toute seule, malgré son énorme pouvoir, ne peut pas assurer la stabilité des prix et la stabilité financière. Il faut un coordonnement entre les politiques fiscales et financières. Évidemment, avec un fédéralisme asymétrique, ça c'est compliqué, donc la réforme est nécessaire. Il faut comprendre quelle est la réforme possible, étant donné que les pouvoirs politiques restent nationaux. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre les mécanismes, les choses qui n'ont pas marché pendant la crise. Et moi, je vais faire une petite liste de 4 choses. Bon, première chose, les outils pour faire face à une crise souveraine. On a vu qu'en fait, une union monétaire peut être vulnérable à des attaques spéculatives, exactement comme on l'avait vu dans les cas des systèmes de taux d'échange pendant les années 90. Donc, c'est nécessaire un cadre plus clair pour les politiques de liquidité et pour les politiques de solvabilité. Donc, la question du prêteur de dernier ressort qu'on a touché et la question de la restructuration dans les caisses de solvabilité. Il y a aussi un problème d'ajustement macroéconomique perverse dû au fait qu'il y a cette fight to quality vers les pays plus solides et aussi parce qu'on n'a pas un système qui puisse garantir un soutien de la demande dans les cas dans lesquels il y a un grand choc exogène. Donc, ça, c'est la discussion sur l'espace fiscal et sur avoir un outil qui puisse garantir un soutien de la demande du style budgétaire. Troisième chose, la question de financial segmentation, donc de cette segmentation, et ça, la question est, comme Nicolas un peu l'a décrit l'autre fois, une question de compléter l'union bancaire et avoir une assurance des dépôts communs. C'est très important pour faciliter cross-border banking, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les choses à faire. Donc, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais pas à faire. Évidemment, les intérêts des pays créditaires et des pays débiteurs sont différents. Mais je termine avec 4 leçons. Première leçon, crédibilité de l'action d'une banque centrale est liée au soutien de l'État, j'ai dit 1000 fois. Deuxième leçon, la BCE ne peut pas agir toute seule, je l'ai dit 1000 fois aussi. Troisième leçon, la segmentation des marchés financiers persiste tant que les risques de redénomination ne disparaissent pas, donc la stabilité de l'euro. Et quatrième chose, il faut savoir qu'il y a des effets réels sur l'instabilité financière, et la politique financière et la politique monétaire sont très liées, comme on a vu, et peut être en contradiction à un certain moment dans certaines circonstances. Donc, notre union monétaire est très imparfaite et il faut la compléter. Voilà, c'est